un des objectifs de mon mémoire, at large, c'est de montrer que les surréalistes n'étaient pas de vrais surréalistes, mais Mansour était une surréaliste. C'est mon objectif, entre autres, là, ici, je vais me concentrer plutôt sur l'érotisme, le rapport à l'amour. Et plutôt que d'aller du côté de la vie, moi, je vais aller du côté de la mort pour 20 minutes. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop morbide. Donc, pour bien comprendre la singularité qu'on peut voir dans l'érotisme de l'œuvre de Joyce Mansour, il faut d'abord s'intéresser un peu au sujet du point de vue des surréalistes, André Breton et ses confrères, entre autres. Donc, les surréalistes, on le sait, s'inspirent grandement du Marquis de Sade, énormément de Freud aussi, et de Charles Fourier, qui est un philosophe fin 18e, début 19e siècle, et qui est un philosophe, en fait, qui va dire que le problème au niveau de l'amour, c'est qu'il n'existe plus d'amour idéal puisqu'il est taché par les normes sociales du mariage, par exemple, et qu'il faut mettre de côté cette espèce d'amour matériel, donc les contrats de mariage, de côté pour revenir avec un amour, il dit véritable, puisqu'on a présentement, il dit un amour égoïste. André Breton, grand amoureux, fan de l'amour, s'est marié 3 fois, mais dit oui, tout à fait, Charles Fourier, nous devons mettre le mariage de côté. Affirme là en 29, en fait, avec ses amis, qu'il n'y a plus que des amours de pacotille, qu'il faut vraiment revenir à un amour admirable, qu'il appelle, entre autres dans La Révolution surréaliste, qui est une revue, mais aussi dans L'amour fou, que certains ont peut-être lu, et que la seule solution, c'est de mettre l'institution matrimoniale de côté. On va dire que tous les moyens sont bons, en fait, pour ruiner les idées de famille. Donc ça, c'est tiré directement du manifeste. Donc pour revenir à cet amour véritable-là, il faut que l'amour, en fait, ce pur et noble sentiment, gagne sur ce qu'il appelle la vie sordide dans laquelle sa génération vit actuellement. Pour les surréalistes, l'amour est un sujet qui revient énormément, même s'ils vont aussi tenter d'aborder l'érotisme, entre autres, dans la Révolution surréaliste. L'érotisme n'est jamais dissocié de l'amour. Il y a toujours un lien entre les deux. Donc, on peut voir ici, par exemple, dans l'Immaculée Conception, André Breton et Paul Éluard dire « L'homme n'a jamais peuplé son lit que des yeux ardents de l'amour ». Sylvano qui donne un cours d'avant-garde hier, on disait que c'était un peu cliché, c'était un peu convenu, c'est pas très érotisant. Donc, c'est la position vraiment sur l'érotisme des surréalistes, du moins de la première génération, donc vraiment dans les années 20, Paul Éluard, André Breton, entre autres. Et ça va les mener, cet intérêt-là pour l'amour, à faire une enquête dans la Révolution surréaliste, donc en 29, dans le 5e numéro. On peut voir ici quelle sorte d'espoir mettez-vous dans l'amour. Donc, ils ont posé des questions dans le numéro précédent et ensuite, il y a des personnes qui vont y répondre dans ce numéro-ci. Donc, la plupart des réponses, là, des échos qui vont être apportés vont évidemment dire qu'il faut mettre tout l'espoir en l'amour, que l'amour est la seule solution. Et il y a Valentine Penrose, qui est une des seules à dire que non. Elle dit en fait qu'il n'y a pas d'espoir en l'amour, puisqu'il y a la constatation d'une irrémédiable infirmité, celle de, selon la vie, avoir toujours à distinguer entre le sujet moi et l'objet toi, et en amour plus spécifiquement. Cette phrase-là m'a amenée à avoir envie justement de voir les motifs et l'esthétique cannibalesque de Mansour du côté plutôt des études féministes. On voit ici que des autrices surréalistes comme Valentine Penrose disent que l'amour, non, n'est pas important à ce point-là, puisque en tant que femme, on se perd dans une relation amoureuse. À cette époque-là, on est dans les années 20, il y a l'image de la muse, de la femme-objet. La femme est admirable, elle est une mère, mais elle est aussi une vierge. On l'aime, elle est magnifique, elle est intouchable. Donc, le fait d'être vue comme une femme fait qu'on n'est pas vu comme une personne. L'idée de mettre ses espoirs en l'amour, pourquoi, lorsqu'on n'est pas vu dans sa propre relation. On peut aussi parler des relations d'artistes. Valentine Penrose est la femme d'un surréaliste anglais également, et elle va toujours être vue comme la femme d'un surréaliste anglais. Pourquoi se placer dans une relation où soi-même on se perd, où on ne sait plus comment se distinguer, moi, de l'autre? Donc, je crois que c'est pour ça qu'il y a plusieurs autrices surréalistes, particulièrement Mansour, ne vont pas parler d'amour
avec un grand sentimentalisme, mais plutôt de sexualité, d'érotisme, d'une libération du corps. J'ai lu dans un essai sur les femmes surréalistes qu'à l'amour fou de Breton, le livre, Mansour répond avec la folie de l'amour. Donc, l'autrice est vraiment à l'opposé de ses confrères. Elle ne souhaite pas voir l'amour l'emporter sur le sordide. Pour elle, l'amour et le sordide sont une seule et même chose. Elle va en faire une entité qui va revenir dans son œuvre. Donc, elle n'aspire pas à une union émotionnelle, mais plutôt à la libération du corps par l'union physique qui va être mise en scène dans ses œuvres. Donc, elle va insister plutôt sur la frustration causée par l'attachement. Donc, l'amour fait mal chez Mansour. Quelqu'un a toujours mal physiquement et tué. Les pulsions vont être là, mais je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le savoir psychanalytique. On en a assez parlé. On en a assez parlé des pulsions, qu'elle a dit. Et la transgression, terme de bataille, entre autres. Donc, on peut voir juste ici une introduction, par exemple. Là, c'est le recueil Cris. Donc, on peut faire une petite distinction. Les deux premiers recueils, Cris et Déchirure, qui sont publiés alors qu'elle est toujours en Égypte, sont beaucoup plus personnels. À ce moment-là, elle est début vingtaine, son premier mari est décédé, sa mère est décédée. Elle n'a pas encore toute une communauté surréaliste avec elle, donc elle écrit plus seule chez elle. On voit l'amour sortir un peu plus, mais vous allez voir, c'est une représentation de l'amour assez marginale déjà à l'époque. Donc elle écrit « Laisse-moi t'aimer, j'aime le goût de ton sang épais, je le garde longtemps dans ma bouche sans dents. Son ardeur me brûle la gorge, laisse-moi lécher tes yeux fermés, laisse-moi les percer avec ma langue pointue, et remplir leur creux de ma salive triomphante. Laisse-moi t'aveugler. » Donc ici, on peut voir vraiment le désir de dire à l'homme, l'amant, ici, d'arrêter de regarder la narratrice comme une femme. Donc d'arrêter de seulement voir son corps, elle souhaite lui crever les yeux pour qu'il ressente autre chose, pour qu'il ressente son corps, pour qu'il y ait une union physique beaucoup plus grande. Elle le dit, ma salive triomphante, elle reprend son narratif, en fait. Elle se met en position dominante, alors que c'est l'inverse en réalité dans la société. Donc, pour l'instant de la relation sexuelle, de l'intimité, c'est elle qui domine ici. On voit qu'il y a une indissociable volonté de destruction, vraiment de damnation. Pour reprendre, entre autres, les mots de G.H. Matthews, qui a écrit un livre sur Mansour qui se nomme tout simplement Joyce Mansour. Il dit que Mansour transporte ses lecteurs dans un monde où se libèrent des images inusitées, qui dépassent dédaigneusement les bornes du rationnel, les entraînant dans un univers au-delà de la raison. Donc on a, dans cet ordre d'idée-là, un poème, L'ombre de ma folie, publié dans Opus International, une revue, qui va comme suit. « Si je mange de la chair, si je déchire tes paupières de mes mains, si je mange le cerveau de mon ennemi vaincu, si je piège mon pubis de rat aux dents carriées, ce n'est pas pour me venger. Ma rivière est sans encombre, ma forge surpeuplée d'artisans aveugles ne soufflait naguère que pour mieux attiser ta passion. Mes rêves ne tremblaient que dans les yeux de crocodile, l'amour est du sucrose de l'hostie. » Donc, il y a le cannibalisme qui revient, qui est dans toutes les œuvres de Mansour, presque à chaque vers, c'est assez impressionnant. Donc, cette idée d'ingérer l'amant, de le détruire, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose qui revient quand même aussi dans le surréalisme, là, cette espèce de fantasme érotique de la dévoration. On le retrouve d'ailleurs dans le dictionnaire du surréalisme, une bonne page là-dessus. Donc, ça va revenir, mais ça va jamais être aussi cru que chez Mansour. Elle va vraiment à l'encontre des idéaux normatifs là, concernant les relations intimes à cette époque et encore aujourd'hui. Je dirais elle est très avant-gardiste, justement. Donc, le caractère obscène de son écriture va créer une ambiguïté, c'est-à-dire que lorsqu'on lit Mansour, on voit que la relation intime, la jouissance est le sentiment qui a l'air le plus incroyable au monde, mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est directement une porte ouverte sur la mort. Jouissance égale mort. Donc, il y a une ambiguïté qui est là. Certains auteurs vont dire, par exemple, que Mansour, elle refuse ce salut divin-là. Elle va vraiment évoquer la mort. Donc, elle ne veut pas accepter un paradis. Elle se joue de la mort et l'amène un peu sur terre, carrément, pour orchestrer une condamnation des amants communes. Donc, on peut voir son amour de la mort
Qui est peut-être une peur de la mort, comme tu disais. En écrire autant, peut-être que sur la mort, ça aide à en avoir moins peur. Donc elle écrit « Ton cou violacé est beau à mes yeux. Ta bouche de travers sourit pour moi. Ta poitrine bombée, ta raideur, tes plaies me stimulent d'une joie insensée. Le vent sec du désert caresse ta langue pendante. Des oiseaux voleurs ont percé tes yeux. Oui, tu t'es bien pendu. » Donc on a là, tu t'es bien pendu. Elle est stimulée d'une joie insensée, c'est-à-dire que de voir l'amant avec sa langue pendante qui semble sourire est un soulagement pour l'amante ou pour l'amant qui regarde, de savoir que la personne aimée a maintenant libéré de ses mots. Ça va en fait de soi avec ce que disaient les surréalistes à l'époque. Donc la mort est simplement un passage vers un autre lieu. Comme les surréalistes décrivent la vie comme sordide, la vraie mort pour eux, c'est réellement les normes sociales qui sont là. Donc, il n'y a rien de plus étouffant que de vivre dans une société à laquelle il faut se conformer. Donc, accéder à la mort, c'est simplement accéder à un monde où il y a peut-être un gage de liberté qu'on n'a pas dans la vie réelle. Et ce désir de la mort-là, en fait, c'est le désir de peut-être vivre l'existence dans sa totalité, donc de goûter réellement à ce que personne ne peut connaître. Dans Les Gisants satisfaits, par exemple, qui est un récit de Mansour, le personnage de Marie va hurler à l'assassin, l'assassin est le nom du personnage, de l'achever pendant qu'ils ont une relation sexuelle, parce que mourir est le seul moyen de ne plus être victime à ce moment-là, de ne plus avoir mal. Donc on pourrait dire que la liberté sera violente ou ne sera pas. C'est pas ma phrase, mais je l'aime. Donc, bien que des passages comme ça soient très dérangeants, on ne se le cachera pas, qui sont difficiles à lire, qui sont troublants, Mansour trouve toujours le moyen d'y mettre une touche d'humour noir qui, justement, nous fait rire depuis tantôt, là. Mais cet humour-là, quand même, il ne faut pas diminuer l'importance de la représentation des agressions et des violences spécialement faites aux femmes dans les œuvres de Mansour. Donc, je le disais, il y a beaucoup d'agressions. Dans un essai collectif qui s'appelle « Women and Violence in Literature », une essayiste dit que la peur des hommes, c'est une réalité pour la majorité des femmes et les autrices. Elle écrit ça dans les années 80, c'est encore le cas, malheureusement, mais elle dit qu'elle voit, à partir des années 70, donc on a Mansour qui est un peu avant-gardiste, qu'elle voit en fait à quel point la représentation de la violence et la subversion de ces codes se fait de plus en plus à partir des autrices des années 70 et que ça va de soi puisque c'est ce qu'elles vivent. Donc c'est pour ça en fait que Mansour va, je crois, reprendre la figure de l'homme toujours négativement. Donc on a des personnages qui se nomment simplement l'assassin, par exemple, tout le long d'un récit. Donc il est nommé par sa fonction, on n'a pas d'autre description, c'est tout ce qu'on sait. L'assassin, c'est son nom. Elle va mettre en scène des récits où on a des adolescents, que je vais aborder tout à l'heure. C'est des adolescents, mais dès qu'ils atteignent la puberté, ils deviennent des agresseurs. Ils ont des relations sexuelles incestueuses avec leur mère, leur sœur, les nounous, les voisines. Donc c'est comme s'ils sont contrôlés par leur sexe. Et Mansour met ça en scène très souvent. Elle va aussi offrir des personnages de filles et de femmes qui vont se nommer, par exemple, la Vierge, simplement, ou la Mère, comme on va le voir tantôt. Donc, qui sont des stéréotypes féminins qu'elle va reprendre, mais qui vont avoir le contrôle pleinement sur leur intimité. Donc, même si ça peut paraître violent par moment, même si un personnage masculin va tuer un personnage féminin, Mansour met toujours de l'avant le consentement. Donc, dans chacune de ses œuvres, le personnage féminin a en fait un excitement dans cette relation-là. C'est jamais contre son gré et ça va toujours être clairement écrit par un des personnages dans ce qu'elles disent ou dans ce qu'elles font. Et elles vont répondre aussi par la violence pendant les relations intimes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et ça nous amène à Georges Bataille, à l'érotisme. Si on s'intéresse aux années 60 minimalement et à l'érotisme, on ne peut pas passer à côté de Bataille. Et d'ailleurs, on sait très bien que Mansour était une lectrice de Bataille. Elle a carrément repris un titre de Bataille pour en faire une alternance. Donc, au lieu du ciel, on a le fond de Bataille. Donc, pour Bataille, dans l'érotisme qui est publié en 57,
il va dire en fait que pour que l'union des corps soit réussie, il faut qu'il y ait une discontinuité des individualités respectives. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a le désir de manger l'autre, de se faire manger. Donc il faut arrêter d'être deux individus qui se rencontrent, mais vraiment devenir une sorte d'entité, une seule et unique. Il va dire qu'il faut une violence élémentaire pour attiser le feu. Donc pour lui, la violence élémentaire, c'est de faire violence aux normes. Donc il va dire que plus les actes sexuels sont immoraux, plus il y a une chance d'atteindre l'extase. Et l'extase, pour lui, c'est ce que certains ont appelé depuis la petite mort, la jouissance qui devient comme une mort. Pour lui, le seul moyen d'arriver à cette extase, c'est le libertinage sexuel. Et Mansour semble d'accord avec ça. Donc il va dire que le domaine de l'érotisme est donc le domaine de la violence, le domaine de la violation. Donc Mansour, en 59, va publier le court récit La Pointe. Donc ça va être publié dans un livre-objet, La Boîte Alerte, à l'occasion de l'exposition surréaliste qui se nomme Eros, en 59 et 60. Et c'est Mimi Parent qui va faire la boîte. Et à l'intérieur, on va trouver un petit pamphlet, ça ressemble à un zine, qui est La Pointe, donc qui est comme une vingtaine de pages, un court texte. Et ça va être republié plus tard, en 70. Ce texte-là, c'est un narrateur adolescent. Il n'a pas de nom, on le nomme simplement le fils. C'est le fils aîné d'une famille de 8 garçons qui entretient des relations sexuelles avec sa bonne du nom de Séné, ainsi que sa mère, qui n'est pas nommée, et sa tante paternelle Cuclove et sa récente épouse Marie Culotte, qui est aussi sa cousine. Évidemment, comme d'autres surréalistes avant elle, on imagine qu'elle a lu minimalement Freud, même si c'était plus du côté de Lacan, mais Mansour en fait un certain plaisir de jouer avec certaines théories de Freud, les fondements, et plus particulièrement le complexe d'Oedipe. Donc ce récit-là, dans les 2 premières pages, on apprend que le fils a tué son père parce qu'il avait des envies pour sa mère et que son père était également l'amant de sa bonne avec qui il avait des relations sexuelles. Donc très rapidement, on a Complexe d'Oedipe mis en scène de manière rocambolesque. Et cette première mort-là, en fait, va donner la possibilité au fils d'assouvir ses désirs sexuels, de retrouver de liberté, puisqu'il n'y a plus d'homme dans la maison. Il est maintenant le seul avec ses femmes, et sa mère, après le meurtre de son père, décide de renvoyer les 8 autres fils quelque part. Certains deviendront curés, d'autres iront dans l'armée, ce que Mansour dit. Mais ils disparaissent, on les voit pas. Bien que sa puberté soit amorcée, sa mère insiste pour qu'il se présente comme une fille. Donc, en la présence de sa mère, il va parler d'une voix plus aiguë et il va cacher sa verge sous des jupons. Donc, il affirme être 3 individus à la fois. La fille aimante sous les caresses de sa mère, le respectable fils pour les personnes extérieures à la maisonnée et un fou sadique sous la provocation. En fait, Mansour a souvent recours à ça. Les personnages sont jamais clairs. Un peu comme Jules César, où on a une vieille femme, mais aussi elle est un singe, elle est jeune et on ne sait jamais. Même le narrateur ou la narratrice va changer de genre des fois. Tantôt on disait est-ce que c'est une amante ou un amant. Elle joue beaucoup avec ça. Et là, elle l'explicite clairement ici avec le fils. Donc la mère, jalouse de ses ébats avec la bonne, va décider de charmer le fils. Freud expliquerait sûrement, comme il le fait dans La vie sexuelle, que le fait que la femme reste longtemps à l'écart de la sexualité, donc la mère n'a pas de vie sexuelle dans les premières pages, et tout d'un coup, elle en a une. Donc le fait qu'elle reste si longtemps à l'écart de la vie sexuelle fait qu'une fois que sa sensualité démarre, elle ne peut s'empêcher d'aller dans l'interdit et d'y rester, comme si elle était damnée. C'est sa seule option. Mansour se joue également de ça. Et on sait aussi que c'est très tabou parler d'une relation incestueuse comme ça, mais on a une époque où dès qu'une femme écrit des textes érotiques, ou du moins à caractère érotique, il y a un imaginaire pornographique, malheureusement, qui s'émerveille dans les yeux des lecteurs. Donc je crois que Mansour se dit, tant qu'à écrire des relations sexuelles, donnons tout ce que nous pouvons, brisons les attentes. Donc le fils, qui a un peu pitié de sa mère au départ, se décide finalement d'avoir une relation avec elle. Donc, il y a une relation érotique assez particulière qui est animée par un désir de la mère un peu de remettre
son fils, ou plutôt sa fille, en son ventre, et la colère, évidemment, de l'enfant par rapport à ça. On peut lire un extrait ici. « Elle se montra veule en amour, cannibalesque et inclinée à une sentimentalité de mauvaise qualité. Elle accepta les pincements que je n'osais proposer à la servante. Elle se fit bête, criarde, fut malhabile, mais endurante sous mes bottes. Attentive aux soupirs, elle pouvait se montrer vicieuse et brutale à l'excès dans les moments de grandes exaltations. Le plus petit de mes désirs, à demi étouffé, fut exécuté à la lettre, mais elle me fouetta sans pitié, avec la régularité d'une montre. » Donc là, rapidement, dans la première phrase, on voit que tout ce qui relève de la sentimentalité n'est pas bien vu dans la relation sexuelle. Donc, il va dire que c'est de mauvaise qualité. Donc, ça commence à devenir intéressant seulement lorsque la mère va répondre. Et ça aussi, je l'ai dit, toutes les femmes vont répondre à la violence par la violence dans les récits de Mansour. Donc, bien qu'elle va exécuter tous les désirs de son fils, elle va tout de même le fouetter sans pitié. Donc, elle va le punir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux personnages-là sont les seuls à ne pas être nommés. Donc, c'est seulement le fils et la mère, jamais on les nomme. Un peu dans l'idée de cette relation qui est purement charnelle, en fait, de la continuité de l'autre, en fait, la génitrice, son enfant, comme s'il était un peu... n'était qu'un. Donc, le récit de La Pointe se continue, en fait, dans une pente fatale, vraiment, de la violence de l'érotisme qui est ressentie par le personnage principal, le fils. Donc, après ses premières expériences avec sa servante et avec sa mère, sa tante et sa cousine, qui lui est promise, viennent habiter à la maison. Donc, Kuklov n'a de mépris que pour la bonne Seni. Et le narrateur, en fait, est tout excité par cette bataille entre les femmes de la maison. Donc, il va dire « La soupe était salée des larmes de saignée, mais je ne la consolais guère, jamais l'entendre gémir quand je désanglais son corset. Mais il va toutefois punir sa tante pour ses comportements, mais aussi pour son plus grand plaisir. Donc, je la battais pour sa très grande délectation, au beau milieu de la cour, sous les regards courroucés des voisins. » Donc, dans l'ouvrage « Le surréaliste et la mort » de Thierry Aubert, l'essayiste va dire qu'il voit en fait une union entre cette espèce d'affolement meurtrier et le désir de rompre les chaînes du corporel. Et Mansour, c'est quelque chose qu'il va très clairement mettre en scène ici. Donc, tous les personnages ont une envie de tuer ou envie d'être tués plutôt. Donc, on peut lire « J'avais mal à en jouir et saigner, jouissais sans savoir qu'elle mourait 20 fois par jour. Sans comprendre que je portais son deuil dans mon cœur, elle dormait la joue nichée dans mon aisselle, comme une fleur sur la plage, un peu défraîchie par le sel et le vent, mais belle, belle. Moi, je ne pensais plus qu'à son agonie. Moi, je ne voulais plus que sa mort. » Donc, il y a là l'idée de bataille aussi, du fait qu'on meurt, qu'on expérience un peu la mort pendant les relations sexuelles. Donc, saigner meurt 20 fois par jour, chaque fois qu'ils ont une relation. Mais ici, à ce moment-ci du récit, on voit que ça commence à créer une certaine lassitude chez le fils, qui commence à s'ennuyer, en fait, puisqu'on réalise, après une première relation, que la destruction ou la damnation, elle n'arrive pas. L'amante est toujours là après cette relation-là, soi-même aussi. Donc, il n'y a plus la magie, si vous voulez. La magie, c'est un peu dark, là. Du risque de mourir ou de voir l'autre mourir. Donc, pour le fils, à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule issue, c'est de tuer son amante saignée pour avoir réellement le contrôle sur son corps. C'est ce qu'il va faire. En fait, c'est pas dit comment il le tue. La seule phrase qu'on a, c'est « J'y ai pensé tellement souvent que je ne me souviens plus comment c'est arrivé ». Donc, Mansour passe outre, comme si la mort devient une banalité, en fait. Peu de temps après l'assassinat de Saignée, de son amante, il va finalement se marier avec sa cousine Marie-Culotte. Ils vont partir en voyage et lorsqu'ils vont être sur un navire, le navire va couler, sa mère, Kuklov, et Marie-Culotte semblent se noyer. Il les regarde et il nage vers la plage qu'il voit au loin. Il ne les aide pas. Et là, on a une petite ellipse, il se réveille. On comprend qu'il semble se réveiller sur la terre ferme et que le corps de Marie-Culotte est là. On ne sait pas vivante ou non, mais il va dire « J'ai envie de posséder Saignée, d'être Saignée. Je m'y jette corps et tout comme un plongeur, et de ne jamais revoir le jour, de caresser de l'intérieur ce masque luisant comme la mort,
Ce visage monstrueux aux yeux verts qui avait réussi à effacer les traits de ma femme, Marie-Culotte, dite Marie, peu m'importait qu'elle soit morte. Et là, on a une grande ambiguïté qui est créée, en fait, c'est qui est morte ici. Est-ce que Marie-Culotte est morte près de lui et ça l'importe peu parce qu'il pense à saigner, ou est-ce que peu importe que Saigner soit morte, il va continuer à penser à elle et à l'aimer? Mansour ne va pas répondre à cette ambiguïté-là, elle va la laisser comme ça. Et ça va se terminer quelques mois après, mais ça se termine presque sur « Je mourrai à mon tour dans ton ventre, sur ton sein, entre tes lèvres ». Donc est-ce que, encore une fois, Mansour laisse l'interprétation au lecteur, à la lectrice? Est-ce que ce sera une véritable mort cette fois-là, ou est-ce qu'on parle seulement du sentiment d'extase? Donc Mansour est très bonne pour laisser ce genre d'écrit à l'interprétation.